pole position de sa carrière de pilote de Formule 1 qui va régler l'avancement de tout le paquet derrière lui. Le voici, Mika Hakkinen, qui sait que derrière lui, à l'affût, eh bien, il y a Michael Schumacher, les deux hommes en lutte pour le titre de champion du monde, avec David Coulthard en arbitre, mais aussi Damon Hill qui peut jouer une carte très importante ici dans le cadre de la lutte pour le championnat, Patrick. Oui, alors qu'on peut constater que Michael Schumacher ne semble pas partir avec des pneus pluie full wet. Il part avec des pneus intermédiaires. Tout à l'heure, nous observions le balai de Jean Todt avec son téléphone portable. Je ne serais pas surpris qu'il soit relié par téléphone à différents observateurs tout autour du circuit. Alors là, c'est une petite surprise. En tout cas, je m'attendais à ce qu'il ait des pneus peut-être plus profondément sculptés. Là, ce sont les intermédiaires. Alors que pour McLaren, il semble que ce soit les pneus pluie full wet version dure, comme le disait l'ingénieur en chef de Bridgestone. Absolument. Alors là, c'est une arme une fois de plus et un pari redoutable tenté par Ferrari. Nous sommes ici avec la caméra embarquée en compagnie de Michael Schumacher. Alors voilà, cette stratégie, eh bien, on l'a évoqué déjà largement depuis le début du week-end, surtout que c'est sur un coup de stratégie que Ferrari avait su faire la différence il y a un an. Eh bien voilà une nouvelle tentative. Et ils se disent qu'après tout, en partant de la deuxième ligne, de la quatrième place, eh bien on peut oser en s'appuyant sur le talent de Schumacher sur cette piste détrempée pour essayer peut-être de compenser dans les premiers tours le handicap que vont représenter ces pneumatiques. Et puis si la chance, si la météo est avec l'équipe Ferrari pour son 600e Grand Prix, eh bien peut-être Michael Schumacher pourra-t-il tabler sur une lente mais régulière amélioration de l'état de la piste et combler ainsi le handicap qu'il aura peut-être concédé dans les premiers tours. Oui, en tout cas, c'est une stratégie probablement à évolution, une stratégie variable. Damon Hill semble être lui parti avec des full wet, donc il va falloir être très très vigilant tout au long de cette course, de l'évolution de la piste, bien entendu, de l'évolution de la météo. Pour l'instant, il semble que ça se soit stabilisé, qu'il ne pleuve pratiquement plus, mais on a pu constater tout à l'heure qu'une averse était venue recharger en eau cette piste de manière très rapide et importante. Alors maintenant, le tout c'est de savoir dans quel sens, dans quelle direction la météo va se diriger, si elle va venir favoriser la stratégie Ferrari ou bien au contraire être favorable à McLaren. Là maintenant, les dés sont jetés, les hommes vont faire de leur mieux, mais il est évident que le ciel eh bien, va jouer lui aussi son rôle cet après-midi. Ah, je peux vous dire que là, les visages que nous avons, regardez, en voici un sur le cassette. J'allais vous y envoyer si vous avez juste quelques secondes. Là, je peux vous dire que la tension est à son paroxysme sous les casques naturellement, mais aussi dans les stands. On a vu Jean Todt, on a vu Ross Brown, on a vu Adrian Newey, et maintenant, regardez, Eddie Jordan. Observez la tension, je crois que les pilotes, il y a Norbert Haug également. Il n'y a pas un homme autour de ce circuit qui n'est autant concentré que le sont les pilotes. Tout le monde vibre à l'unisson. On sait que c'est une partie démoniaque qui va se jouer ici. Michael Schumacher qui prend soin d'échauffer au maximum les pneumatiques qu'il a choisis, ces pneumatiques intermédiaires, comme Patrick l'a repéré immédiatement. Et là, je peux vous dire que dans les quelques secondes qui vont suivre le départ, tout va se jouer peut-être dans le premier tour. On sait aussi qu'il est facile de commettre une erreur ici dans les boules d'eau soulevées par les monoplaces qui précèdent les pilotes. Il va falloir qu'ils soient sages dans les premières centaines de mètres afin de ne pas tenter le diable. On va par contre varier ses chances chez Ferrari en mettant Eddie Irvine en pneu pluie complet, full wet. Mika Hakkinen qui va s'immobiliser maintenant sur la grille de départ sur la partie droite de la piste, c'est-à-dire la partie la plus utilisée par les pilotes, la partie la plus chargée en gomme, la partie la plus nettoyée. Regardez avec quel soin Michael Schumacher a observé ses pneus avant pour voir leur état. Il a enlevé le dernier tir-off afin d'y voir parfaitement bien dans les premiers mètres. Mika Hakkinen, les yeux rivés sur les feux au-dessus de la ligne de départ. Ces feux qui vont s'aligner les uns après les autres et c'est à l'extinction de ces 5 feux que le départ sera donné. Voici Esteban Tuero, le dernier, dans la courbe là-bas à gauche, qui vient maintenant s'immobiliser. Tout le monde est prêt. Le starter Charlie Whiting va déclencher le processus de départ de ce Grand Prix. Voilà, le deuxième feu, le troisième, le quatrième, le 5e feu à l'extinction des feux, c'est le départ. 44 tours à parcourir, c'est parti.
Desmosnil, beaucoup de problèmes pour Desmosnil qui n'arrivait pas à s'arracher. Eddie Irvine est à l'intérieur. Michael Schumacher se fait enfermer par une Williams qui est superbement bien partie à l'extérieur. Et puis un petit accrochage aussi. Michael Schumacher qui, avec ses pneus intermédiaires, a beaucoup de mal à s'arracher, bien entendu, de la grille et ensuite de l'eau source. Mais quelle stratégie curieuse. Un départ de Jacques Villeneuve absolument incroyable. Il est au deuxième rang avec donc Mika Hakkinen au commandement pour le moment. On reverra ensuite ce qui s'est passé. Je crois que c'est Eddie Irvine, semble-t-il, qui se trouve au troisième rang. Et apparemment, Michael Schumacher un terrible accident dans la montée. Ah oui, Michael Schumacher est impliqué, j'ai l'impression, une voiture rouge. On va revoir ce qui s'est passé peut-être ici. Regardez, c'est dans la descente. C'est une McLaren qui part en tête à queue au milieu du paquet. Puis derrière, bien entendu, ça tape de tous les côtés puisque dans le nuage d'eau, eh bien, on ne voit rien. Michael Schumacher est impliqué dans l'incident. Et puis Johnny Herbert. Et puis derrière, ça tape bien entendu de manière absolument effroyable. Voilà, terrible. C'est terrible. Alors, drapeau rouge, évidemment, on va essayer de voir ce qui s'est passé. On nous propose le ralenti, bien sûr, sur le K7 maintenant. Le ralenti de ce départ et puis les problèmes de David Coulthard à l'accélération dans la descente. Alors, la vitesse atteinte par les monoplaces est déjà de l'ordre de 200 km/h à ce moment-là. Évidemment, tout le monde scrute les moniteurs. Les mécaniciens se préparent pour accueillir les rescapés. Regardez, là, c'est une véritable vision d'horreur dans la descente. Alors, attendons pour observer si tous les pilotes ont pu s'extraire du baquet de leur monoplace sans problème. Espérons-le de tout cœur. Il y avait... Il est là, il est toujours là. Il est toujours là, Michael Schumacher, oui. Alors c'est donc Eddie Irvine qui boite et qui retourne au stand en boitant. Oui. Olivier Panis et Jarno Trulli sont là également, pas de problème. Voilà, pas de problème non plus pour les pilotes Tyrrell, on les aperçoit là-bas. J'ai l'impression, écoutez, ne nous réjouissons pas trop vite, mais j'ai l'impression qu'aucun pilote n'a dû être durement touché dans ce carambolage succédant au départ de ce Grand Prix de Belgique. Voilà, je crois que tous les pilotes ont pu s'extraire sans problème du baquet de leur monoplace. Eh bien, vous voyez, on attendait peut-être des risques dans la montée du raidillon de l'eau rouge. Eh bien, c'est dans la descente que s'est produit ce carambolage provoqué par la sortie de piste de David Coulthard, semble-t-il. Absolument, oui. Et puis David Coulthard qui se trouve coincé contre le rail. Derrière, je n'ai rarement vu un accident semblable de mémoire. Peut-être la première course du Sud-Africain Jody Scheckter à Silverstone il y a de très nombreuses années, qui dans le premier virage devant les stands est bien parti en tête à queue et tout le paquet, bien entendu, avait volé en éclats. Alors évidemment, on va essayer de refaire la liste. Les rescapés, entre guillemets, ceux qui sont passés au milieu du carnage, vont pouvoir s'immobiliser sur la grille de départ, mais on peut dire qu'au minimum, David Coulthard, on vient de le voir à pied bien sûr, puisque c'est lui malheureusement involontairement l'auteur de ce carambolage absolument incroyable. Eddie Irvine, Olivier Panis, Jarno Trulli, je crois que j'ai aperçu également Jos Verstappen, je crois qu'on a aperçu, Shinji Nakano. Il y a eu 8 ou 9 pilotes probablement impliqués dans ce carambolage et heureusement vous en voyez une partie ici, Nakano en bas à droite de votre écran, Trulli et Panis ensemble, Pedro Diniz également qui arrive au pas de charge, Eddie Irvine que l'on a aperçu. Je crois que les deux pilotes Tyrrell sont là-bas et regardez ici ce qui s'est produit pour Jos Verstappen, le voilà, qui a été impliqué aussi et qui a crevé. Je crois qu'une petite moitié du plateau peut-être seulement pourra s'élancer pour ce nouveau départ, mais n'oublions pas qu'il y a bien sûr des mulets dans chacune des équipes, des voitures de réserve et que bien sûr on va les attribuer à l'un des pilotes. En tout cas, dans l'intérêt du championnat, eh bien Mika Hakkinen et Michael Schumacher, bien entendu, n'ont pas été perturbés, touchés ou handicapés ou affaiblis dans cet incident et qui, fort heureusement, eh bien, en tout cas pour l'instant, ne révèle aucun problème physique pour qui que ce soit, donc c'est l'essentiel. Il va falloir maintenant nettoyer la piste, bien entendu, sortir toutes ces épaves du long droite en descente vers le raidillon. Jackie Stewart avec Rubens Barrichello qui vient aux nouvelles. Et Ricardo Rosset sur la droite de votre écran. Ah oui, je pense qu'il y a eu 9 ou peut-être 10 pilotes impliqués dans ce crash général. Mika Salo ici. Mika avec peut-être... Mika Salo. Qu'avez-vous vu? Que s'est-il passé?
Oh, j'avais une Ferrari en travers devant moi. J'étais déjà en 5e. Je pouvais rien faire, je suis rentré dedans. Et après, bon, je l'ai touché, puis quelqu'un m'a touché derrière. Un chaos. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment d'être stupide. Nous n'avons qu'une voiture, c'est le tour de mon copilote, de mon coéquipier d'avoir le mulet. Et je ne vais pas courir là maintenant, puisque c'est Pedro qui va partir avec sa voiture, puisqu'il l'a détruite. Donc c'est lui qui prendra le mulet. Et Pedro Diniz qui est avec le 16e temps qui précédait Mika Salo sur la grille de départ. Allez, on revoit au ralenti David Coulthard partir en tête à queue et déclencher. Bernard Dudot est avec Stéphane. Patrick, on l'écoute, allez-y Stéphane. Oui, Bernard, c'est Jarno Trulli qui repart avec le mulet qui était à ses mesures, c'est cela? Oui, c'est ce que nous avons. Oui, le mulet était affecté à Jarno ce week-end. Les deux voitures sont touchées, donc Jarno récupère le mulet. Merci Bernard. Voilà pour l'équipe Prost. On a écouté ce qui se passait pour l'équipe TWR à Rose. C'est donc Pedro Diniz qui repartira. Et voici Eddie Irvine en discussion avec sa sœur d'ailleurs qui lui sert de kiné. C'est elle qui s'occupe de lui, qui le masse. Et voici les voitures de réserve qui quittent maintenant la zone des stands avec, je crois, Alex Wurth, semble-t-il, dans la Benetton. Ah oui, un gros hématome sur le genou de qui? D'Eddie Irvine peut-être? Oui, tout à fait. Voilà pourquoi Eddie était en discussion avec sa sœur il y a quelques instants. Jacques Villeneuve a lui également souffert de ce genou droit dans son accident de vendredi. Et pour lui, son commentaire, c'est de dire de toute façon, c'est pas beaucoup d'efforts avec la jambe droite. Pédale d'accélérateur n'est pas très dure. Ça aurait été beaucoup plus grave, bien entendu, avec la jambe gauche qui doit fournir beaucoup plus d'efforts sur la pédale de frein. Un strapping très précisément appliqué sur un point peut-être de choc. Et David Coulthard qui va s'équiper maintenant pour monter dans le baquet du mulet. Alors le problème, encore que les deux hommes soient à peu près de la même taille, c'est que bien sûr ce mulet était dévolu à Mika Hakkinen, comme nous le savons depuis ce matin. Évidemment, il faut le mettre aux mesures maintenant de David Coulthard et au réglage de David Coulthard, puisque David a détruit sa voiture. David qui, depuis ce matin, a quelques petits soucis. On l'avait remarqué lors du warm-up, en pleine accélération longitudinale, donc en pleine ligne droite, comme c'était le cas là. Eh bien, une fois, un problème de tête à queue par un souci, semble-t-il, peut-être de différentiel, en tout cas de transmission. Vraiment une sortie de route inhabituelle avec un décalage de pression sur les roues arrière, car l'une était sur le côté un petit peu plus glissant. Et là, décrochement très bizarre une nouvelle fois. Et puis c'était aussi signifié par une petite sortie de route à Malmedy, un truc très très bizarre où il n'y a eu aucun ralentissement de sa part, une roue avant légèrement bloquée, mais l'autre vraiment très peu de ralentissement. Nouvelle sortie de route et puis la troisième aujourd'hui. Ouais, troisième de la journée, ça fait beaucoup. Claudio Béraud avec Stéphane. Oui, Claudio, est-ce que vous avez des nouvelles d'Eddie? Tout va bien, il avait l'air de boitiller en rentrant tout à l'heure. Oui, je pense que il y avait seulement parce qu'une voiture il a tapé d'un côté une petite touchette, mais maintenant qu'il roulait à pied, il était bien, il était déjà prêt pour monter sur la voiture, il va monter sur le mulet, aucun problème. Michael est sur la grille, aucun problème pour lui. Merci Claudio. Merci. Et je peux vous dire que dans les pilotes donc, qui n'ont a priori pas été touchés pour le moment, eh bien, il y a Hakkinen, bien sûr, on l'a vu. Il y a Damon Hill, il y a Michael Schumacher, il y a Jacques Villeneuve, a priori donc Giancarlo Fisichella, Ralf Schumacher, Heinz Harald Frentzen et Jean Alesi. Et je crois bien que c'est tout, avec peut-être Esteban Tuero. Tous les autres, c'est-à-dire, pour être précis, Coulthard, naturellement, Irvine, nous l'avons vu, Wurth qui est dans le mulet, Herbert, semble-t-il, Trulli, bien sûr, Barrichello, Panis, Diniz, Verstappen, Salo, nous l'avons vu, Takagi, Rosset et Nakano, Patrick. Tous ces pilotes ont été impliqués dans le carambolage, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pilotes impliqués dans le carambolage sur les 22 qui ont pris le départ de ce Grand Prix. On a observé Olivier Panis en discussion avec Charlie Whiting. Il s'est rendu
à la direction de course pour obtenir des informations. Ici un coup sur le coup de gauche pour Rubens qui lui aussi a dû être donc tapé assez fortement. Il a l'air de dire que ça fait mal. Il a dû être Rubens Barrichello. Que s'est-il passé pour vous? Pardon? Que s'est-il passé dans l'accident pour vous? J'étais percuté à l'arrière, il y en avait un autre devant et on est parti en tourbillon tous. C'est un cauchemar. Dans ces conditions, on sait dans le passé que dans des conditions comme celle-là, il nous faut le Pescar. Ça a été discuté, la décision n'a pas été prise dans le bon sens, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis voilà, le résultat c'est fini. Maintenant, parce que je n'ai pas de voiture pour moi, c'est mon coéquipier qui l'aura. Oui, c'est tout le problème, évidemment. Il n'y a qu'une voiture de réserve par écurie, on le sait. Et là, en fonction des attributions qui ont été décidées, même si Rubens Barrichello devançait Jos Verstappen sur la grille, le 14e temps pour Rubens et le 17e temps pour Jos Verstappen, c'est Verstappen qui va donc hériter du mulet ici. C'est vrai que la grille risque d'être un petit peu vide pour ce deuxième départ. Et puis, vraisemblablement, on va encore en rediscuter et en reparler. Apparemment, lors du briefing, cette décision de ne pas partir sous Pescar a dû faire, bien entendu, de longues conversations. Apparemment, tout le monde n'était pas du même avis. La décision finale a été prise. De la glace appliquée sur le genou d'Eddie Irvine. Non, oui, c'est ça. Eddie Irvine. Et alors je peux vous dire qu'a priori d'ores et déjà donc la grille elle sera normale d'après mon pointage jusqu'à Jarno Trulli, c'est-à-dire le 13e, mais le 14e Rubens Barrichello ne partira pas. À ses côtés Olivier Panis ne sera pas non plus sur la grille puisque c'est Jarno Trulli qui hérite de la voiture de réserve. Derrière nous trouverons Diniz et Verstappen, nous en avons eu la confirmation, mais Mika Salo avec le 18e temps ne sera pas sur la grille. On peut évidemment penser que l'un des deux pilotes, Ricardo Rosset ou Tora Takagi, et probablement Ricardo Rosset d'ailleurs, ne sera pas sur la grille. Même remarque au niveau peut-être de Minardi, encore que Esteban Tuero n'a pas connu de problème, donc Shinji Nakano pourrait hériter du mulet. Donc sous réserve, 4 pilotes ne devraient pas s'élancer lors de ce deuxième départ, Patrick. Barrichello qui était 14e temps, Panis qui était 15e temps, Mika Salo 18e temps et Ricardo Rosset 20e temps. Alors est-ce qu'on conservera la même stratégie sur la Ferrari de Michael Schumacher qui a eu un petit peu de mal à s'élancer? On a vu son coéquipier s'infiltrer à l'intérieur et puis ensuite à la sortie de l'eau rouge, c'était peut-être plutôt Eddie Irvine qui avait eu du mal à s'en sortir car il s'est retrouvé bien entendu lui derrière au milieu du paquet. Je croyais que c'était Michael Schumacher qui avait du mal à trouver de la motricité avec ses pneus intermédiaires. Au contraire, ça devait être son coéquipier qui s'est retrouvé donc derrière David Coulthard. Et ensuite, la réaction enchaîne. Absolument. Alors là, on est en train de ranger la monoplace de Jarno Trulli, impliqué dans l'accident. D'après ce que j'ai vu, c'est bien celle de Jarno qui porte le numéro 12. La voici, et dont vous le voyez, toutes les moustaches sont arrachées à l'avant, les trains avant et arrière ont également souffert. Ça a été un carambolage, un véritable cauchemar. Et là, Paul Stewart vient discuter avec Charlie Whiting. Je crois qu'il va y avoir des négociations au niveau du mode de départ adopté. Sohei Ayari, tout à l'heure, suggérait ou pensait que peut-être on aurait recours à un départ sur régime de safety car, comme ce fut le cas l'an dernier. Et puis Patrick, l'info que vous aviez eue était bonne, puisque lors du briefing des pilotes, on avait demandé apparemment, la majorité par Rubens Barrichello apparemment a demandé à partir sans safety car. Quelle va être la décision pour le deuxième départ? Je crois que c'est en train d'être débattu. De se négocier, d'autant plus qu'il semble qu'il se remette à pleuvoir un petit peu. Vous avez remarqué la tenue de pluie de Paul Stewart. Et un Grand Prix de Spa-Francorchamps toujours perturbé par les conditions météorologiques. On peut dire que c'est vraiment une constante maintenant. Et Bernie Ecclestone en interview au micro de Stéphane. Yes, Mr. Ecclestone, oui, Monsieur Ecclestone, pouvez-vous nous donner quelques nouvelles là, au niveau du départ? Ce sera avec un safety car? Non. Conditions normales. Il n'y a rien à voir avec le départ.
c'est rien à voir avec le départ. C'est un incident qui s'est déroulé dans la descente. Voilà la réponse de Bernie Ecclestone, donc le vice-président de la FIA. Et vous voyez qu'on rapatrie ici les monoplaces endommagées dans le cadre de ce véritable carambolage. Alors, une fois de plus, on espère que ce sera la dernière fois du week-end, bien sûr. Rendons hommage, avec une note humoristique avec l'équipement pluie de Paul Stewart. Bon, on voit aussi que du côté de sa cheville, enfin on l'a croisé plusieurs fois dans le paddock, tout va bien maintenant. On sait qu'il avait été opéré il y a peu pour des problèmes qu'il avait à une cheville. Je voulais dire que les voitures, Patrick, les monoplaces ont parfaitement résisté également. Et puis aussi, osons le dire, puisque tout s'est bien passé, pas de feu, on imagine ce qui aurait pu se passer il y a quelques années dans un carambolage de la sorte. Oh oui, mais enfin, dans ce domaine, il y a maintenant des normes de sécurité très très précises, très bien faites au niveau des réservoirs qui sont eux-mêmes blindés, qui sont positionnés dans des caissons de protection. Tous les raccords sont faits par des raccords, des couplings qui automatiquement, lorsqu'ils sont arrachés, se ferment. Donc il n'y a vraiment vraisemblablement plus aucun danger dans ce domaine. On revoit l'accident sur le cassette. Allez-y tout de suite si vous le souhaitez. Sur le cassette, on revoit tout le carambolage avec David Coulthard en travers et derrière. Les chocs ont été extrêmement violents puisque Mika Salo le disait tout à l'heure. Il était à fond de 5 carrément. Peut-être déjà à des vitesses largement supérieures à 200 km/h. Ouh là 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 là, oui, il y a eu un choc d'une violence absolue là, avec notamment Shinji Nakano qui est venu percuter une monoplace qui était immobilisée en plein milieu de la piste. Et donc rendons hommage, et c'est là que je voulais en arriver, à la solidité de ces monoplaces soumises à des crash tests, vous le savez, terribles, tant au plan longitudinal, au plan frontal qu'au plan latéral. Et c'est à ça qu'ils servent ces crash tests, à résister en cas de choc entre des monoplaces justement, comme ce fut le cas ici à vitesse réelle. On revoit sur le cassette, maintenant si vous voulez revoir ces scènes terribles là, avec les caméras embarquées, une caméra embarquée qui était, là j'ignore. Et le temps de déblayer la piste, alors voilà, c'était une arrose. Et ça n'est plus rien qu'un tas de carbone et de ferraille. Voilà, on revoit là aussi les pilotes qui maintenant retournent à leur stand. David Coulthard, à l'origine de... Voilà, la Ferrari d'Eddie Irvine. Carbone explosé. Et Ron Dennis qui continue de regarder sans cesse évidemment les images qui sont rediffusées de ce départ. Voilà, Johan Villa-Delprat va sans doute nous dire quelques mots. Alexander Wurz. Aucun pilote qui se soit fait mal, enfin j'espère. En tout cas, je crois que vraiment s'il fallait faire quelque chose, c'est faire partir maintenant ce départ avec un safety car pour essayer de calmer les choses. C'est Jarno qui part avec la voiture de réserve qui était à ses mesures. C'est une grosse déception, j'imagine. Oui, c'est toujours décevant de ne pas faire une course pour une équipe qui en a besoin. Je crois que je suis vraiment très déçu, surtout de la situation comme ça s'est passé. Je crois que Jarno avait le mulet, donc c'est tout à fait juste qu'il parte avec sa voiture de réserve. Pour moi, je regardais la course à la télévision en espérant qu'il n'arrive pas encore une catastrophe. Physiquement, tout va bien? Physiquement, tout va bien. Merci Olivier. Qui a pris, Stéphane, qui a pris le choix, qui a pris la décision de partir avec le safety car? De ne pas partir. De ne pas partir. Oui. Oui, Stéphane, si vous avez entendu Patrick, je sais que c'est difficile d'avoir des infos, mais du côté de Charlie Whiting, je ne sais pas s'il est possible de s'approcher. Contre la recommandation apparemment des pilotes. Ouais. Enfin, peut-être pas de tous, parce que là aussi, vous devez savoir beaucoup mieux que nous ce qui se passe, Patrick, mais je crois que là aussi, elle ne parle pas d'une voix uniforme. On a cru le comprendre dans les propos de Rubens Barrichello notamment. Oui, c'est vrai. Mais Rubens, lui, prenait aussi un départ sous safety car. Donc Olivier Panis, Rubens sont les deux seuls témoignages qui prenaient. Ensuite, le comité directeur, le bureau du Grand Prix Driver Association a dû prendre la décision au nom des autres. Il faudra avoir quelques informations pour savoir qui... un départ de Grand Prix, un deuxième départ
très retardé là. Vraiment, bon, d'abord il faut évacuer bien sûr tous les débris qui jonchent la piste et apparemment, évidemment, il y en a énormément. 13 voitures, d'après ce que nous avons pu identifier, 13 voitures impliquées dans ce qui doit rester de mémoire l'un des plus gros carambolages qu'ait connu la Formule 1. Enfin, devant, on conserve sa concentration, son calme, et on reste flegmatique dans sa monoplace en attendant que tout rentre dans l'ordre. C'est évident que c'est un énorme enjeu cet après-midi pour cet homme et pour son concurrent direct, pour Mika Häkkinen. On joue très gros pour Ferrari et pour McLaren. Et là, c'est essentiel de ne pas se diluer trop, de rester bien appliqué à la tâche qui reste encore à accomplir, d'oublier cet incident. Fort heureusement, pour l'aspect sportif du championnat, eh bien, les deux protagonistes sont encore en lice et ne seront pas handicapés sur le plan technique. Et l'on revoit sur le K7 ce départ avec à nouveau le carambolage. Incroyable, la chance aussi. Villeneuve est derrière, eh bien c'est parti, c'est l'accident, la glissade terrible et rien ne semble devoir arrêter le choc violent des dernières voitures qui arrivent derrière et qui ne voyaient absolument rien dans le nuage soulevé sous la pluie par, regardez ça, regardez un petit peu Norbert Haug. La course, bien sûr, arrêtée et on revoit ce que ça donne en caméra embarquée. C'est du Gymkhana qui va vraisemblablement et peut-être réussir ici à la voiture à bord de laquelle nous sommes. C'est celle, semble-t-il, de Jos Verstappen qui s'en sortira avec un pneu crevé et qui va pouvoir rejoindre son stand. Voilà à peu près donc ce qu'on a vu de la part des voitures concernées sur l'arrière. Ça, c'est visiblement Eddie Irvine avec qui nous sommes, qui a tapé lui aussi très fort. Vous l'avez vu dans le rail, voilà c'est lui et voilà ce qui reste donc de sa voiture. Et tout cela à quelques secondes seulement après le départ. Inutile de vous presser, messieurs, puisque 26 minutes après ce départ, eh bien nous en sommes toujours au même point. Retour au direct sur le visage de David Coulthard. À l'origine, chez Benetton. David Richards, Rohan Villa-del-Prat. Oui, Giancarlo Fisichella très en forme ce matin au warm-up, qui faisait d'excellents temps, apparemment très heureux après ce warm-up. Son châssis était équilibré, le fonctionnement des pneus parfait. Il a ce moteur Renault Mégachrome qui a toutes ces qualités d'utilisation, de souplesse, de puissance linéaire dans des conditions de piste comme celle-ci. Eh bien, c'est un atout et il était très heureux. Giancarlo Fisichella, à l'approche de cette course, il sentait qu'il allait faire quelque chose. Regardez sur K4, voilà, tout un symbole. Les deux lieutenants, Coulthard et Irvine, bien entendu, leur voiture de course inutilisable. Ah oui, là c'est une véritable casse de la Formule 1 que nous voyons sur ce K4 où on a vu défiler toutes les monoplaces les unes après les autres, rassemblées sur les plateaux des camions qui les évacuaient de ce tracé. On aperçoit Tora Takagi donc qui est toujours dans la protection du stand pour le moment, tandis que les pilotes qui eux ont échappé au crash et bien sont sur la grille. Craig Pollock est au micro de Stéphane. Oui, Craig, Ricardo Rosset est impliqué dans le crash du départ. Il ne va pas pouvoir reprendre le départ. Il a cassé la voiture. Il a bien cassé la voiture, mais je pense qu'il n'a aucune place d'aller. Il était obligé de rentrer dans les autres voitures comme les autres ont fait. C'est plus que dommage. On est là avec une voiture sur le grille de départ. On est en train de tout faire pour essayer de réparer la voiture de Ricardo. On aimerait bien avoir deux voitures, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Vous avez des indications sur la procédure du prochain départ, safety car ou classique? Si c'était moi, je dirais pace car, safety car, tout de suite. Et puis je pense que dans les conditions comme ça aujourd'hui, je mettrai un pace car pour le premier départ. Merci Craig. Et voilà, nous avons sur ce plan large ici la preuve que maintenant toutes les monoplaces, je crois, ont été évacuées de la situation qu'elles occupaient. Il faut que les commissaires nettoient cette piste de tous les débris et on a vu sur le ralenti sur le K7 tout à l'heure, on n'est pas passé loin du drame. J'espère d'ailleurs qu'aucun spectateur, aucun commissaire n'a été blessé par la projection des débris. On a vu vraiment des roues dans tous les sens
Et vous le savez, ces roues, eh bien, malheureusement, elles ne sont pas seules. Il y a des éléments de suspension, des triangles de suspension métalliques ou en carbone qui sont accrochés à ces roues. On imagine évidemment les conséquences si jamais l'une de ces roues est partie dans le public. J'espère que ça n'est pas le cas et j'espère qu'aucun commissaire n'a été touché non plus par ces projections de débris. Oui, regardez cette grille qui est maintenant dans l'attente des monoplaces et des mulets qui sont voilà, Alex Wurz en bout de stand qui attendent les instructions. Un pilote qui a réussi un superbe départ tout à l'heure, une envolée. Les deux hommes, c'est tout à fait une possibilité suivant donc cette friction à la sortie de l'épave. Oui, puis c'est très compliqué. Il y a des revêtements différents là sur la partie gauche et la partie droite. Il y a au centre, on pourra l'observer tout à l'heure, une sorte de grille qui sert de drainage afin que l'eau ne rigole pas et ne coule pas toujours en pneus neufs intermédiaires. Donc il y a une grosse différence d'adhérence à gauche et à droite de la piste et c'est peut-être cette différence d'adhérence qui est à l'origine de cette perte de contrôle de sa monoplace. Et je me demande si on n'est pas en intermédiaire chez McLaren. Voilà, on est en intermédiaire aussi, Patrick. Donc modification apparemment dans la stratégie adoptée avec également des pneumatiques semble-t-il intermédiaires pour Bridgestone et pour Mika Häkkinen. C'est évident qu'il faut contrôler l'attaquant, rester en mesure de calquer sa stratégie sur lui. C'est Michael Schumacher qui va avec son équipe prendre les risques. Et les deux pilotes de McLaren Mercedes donc ont une monte pneumatique différente. Le départ du tour de formation maintenant mené par Mika Häkkinen. Alors on va observer quelles sont les monoplaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 monoplaces à mon sens sur la grille de départ. Et donc absence probablement confirmée définitivement de Rubens Barrichello, Olivier Panis, Mika Salo et Ricardo Rossi. La caméra embarquée avec Michael Schumacher. Voilà, c'est ici dans la descente que s'était produit ce crash monumental. La caméra embarquée sur le cassis, alors vous le savez, dans ces conditions-là, bien sûr, elles fonctionnent assez mal, ces caméras embarquées, ne nous en veuillez pas. Mais évidemment, les hélicoptères ont du mal à travailler normalement, ils ont même parfois du mal à décoller, le plafond est très bas. Toute la foule des acteurs, des mécaniciens, des ingénieurs regagne maintenant la protection des stands. On va observer ce deuxième départ. Est-ce que Jacques Villeneuve, ici, va être en mesure de réitérer ce départ idyllique qu'il avait réussi et qu'il avait mené en deuxième position? Voici Jarno Trulli qui défendra seul les couleurs de l'équipe Prost Grand Prix. Jos Verstappen défendra seul les couleurs de Stewart. Et puis Pedro Diniz défendra seul les couleurs de TWR Aarhus. Ron Dennis. Il va observer ses premiers tours de course avec, vous le voyez, une trajectoire en train de s'assécher quand même, Patrick. C'était assez net sur cette image. Oui, les pulvérisations dans la ligne droite sont nettement plus faibles. La visibilité y sera meilleure. Je pense que les conditions de sécurité au niveau de la visibilité ne seront pas trop mauvaises maintenant pour les pilotes. Il semble que le plafond s'élève un petit peu. On pulvérise quand même un petit peu dans la portion basse du circuit, là où il y a quelques petites sources, quelques petits écoulements. Mais je crois que c'est acceptable. Maintenant, dans la remontée vers Blanchimont, on pulvérise encore un petit peu, mais c'est acceptable. Il y a les fameuses coulures que nous avons évoquées avec vous, Patrick, et puis avec Soheil, il y a Yari tout à l'heure. Il y a beaucoup de déclivités, beaucoup de pentes sur ce circuit, sur ce tracé. Et donc évidemment l'eau doit s'écouler, doit se résorber et ces coulures vont rester présentes encore pendant de nombreux tours. Eddie Jordan, très concentré lui aussi. Jock Clear également sur le cassette. À quelle tension perceptible sur la grille avec Mika Häkkinen qui va se positionner sur la première place. Il a choisi un rythme très lent, Mika, pour le passage dans l'arrêt de bus, pour observer. C'est lui qui ouvre la voie. Et c'est vrai que là, c'est un avantage pour ses adversaires, puisqu'ils vont pouvoir calquer en quelque sorte leur rythme sur celui du leader, qui lui découvre en quelque sorte et doit lire la piste, Patrick, c'est ça? Oui, mais les autres, bien entendu, ont leur vision obturée par les projections d'eau. Quel enjeu cet après-midi, quel enjeu pour Mika Häkkinen en tête de ce championnat. Et puis tous ceux qui sont derrière, bien entendu, et qui ont à cœur en cette fin
de saison de renouvellement de contrat de se positionner. Quel enjeu pour Michael Schumacher qui veut ajouter une nouvelle couronne à son titre. Quel enjeu pour tous ces pilotes de rester sur la piste cet après-midi. Allez, messieurs, bonne chance. Allez, Mika Hakkinen, on vous l'avait vu dans l'axe derrière, eh bien il y a Michael Schumacher décalé, il n'est pas du même côté de la piste. Les feux rouges qui s'allument maintenant, les 5 feux rouges vont s'allumer, le départ va être donné pour 44 tours, attention, c'est parti, avec un bon départ de Mika Hakkinen, un mauvais départ de Coulthard, un départ moyen de Damon Hill, un excellent départ d'une Ferrari. Excellent départ de Damon Hill, mauvais départ de Mika Hakkinen. Michael Schumacher fait l'extérieur à Mika Hakkinen. Mika Hakkinen qui se trouve en difficulté, qui part en tête à queue. Oh là là là. Oh là 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 là. Collision avec Johnny Herbert. Mika a complètement loupé son départ. Et bien voilà, Mika Hakkinen immobilisé en plein milieu de l'épingle de la source. Ça, c'est une vraie catastrophe. Damon Hill en tête de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps après quelques dizaines de mètres seulement. Tandis que Mika Hakkinen est en train d'évacuer, il doit être consterné, Mika, le baquet de sa monoplace. Et Irvine est deuxième, il va laisser Michael Schumacher s'infiltrer à la corde de virage des Combes. Les deux Ferrari suivent donc la Benetton, la Jordan. Ah oui, les McLaren ont tout perdu là dans ce départ. Ron Dennis est consterné, on le voit sur le cassette. Damon Hill au commandement maintenant. Michael Schumacher en deuxième position, comme Patrick vous le signalait, au détriment donc d'Eddie Irvine. Les deux Ferrari en belle position d'attaque et Coulthard dans le bac à sable. C'est le carnage pour l'équipe McLaren Mercedes. Après moins d'un tour, eh bien, les deux hommes de chez McLaren Mercedes qui occupaient la première ligne de la grille de départ. Je crois que même dans ses cauchemars les plus terribles, jamais Ron Dennis n'aurait pu imaginer ça. Et c'est fini pour Mika Hakkinen qui a peut-être perdu ici le championnat du monde de Formule 1 98. Enfin, l'avenir nous le dira. Oh là oui. David Coulthard qui essaie donc dans cette épingle de Malmedy de retrouver le chemin des stands, de repartir dans le bon sens. Safety car maintenant, finalement, elle sera sortie. Après un départ normal, voici Mika Hakkinen. Mika qui doit être vraiment effondré, là, accablé. Il a totalement raté son départ. Mika qui ne doit pas comprendre ce qui lui est arrivé. Là, il l'a essayé dans le virage de compenser. Il avait Damon Hill à l'extérieur, il avait Schumacher à l'intérieur. Et puis un très très bon Jean Alesi, quatrième, qui vient du fond. Les Williams sont un petit peu moins bien partis. Damon Hill réalise un départ de rêve. Et il a été trop prudent au freinage, là, beaucoup trop prudent, Mika Hakkinen. Regardez, il est pris en sandwich entre les deux Ferrari, il part en pirouette et derrière, eh bien, Johnny Herbert ne peut rien faire pour éviter la McLaren Mercedes immobilisée en plein milieu. Là, évidemment, pour Mika Hakkinen, c'est la déception. Oui, Mika qui est blanc, là, doit être vert de rage contre lui-même, vexé de s'être fait piéger. Il a été trop précautionneux à l'amorce du premier virage. Et puis un Damon Hill très audacieux à l'inverse, qui a pris un départ de rêve. Et puis on sort le safety car, bien sûr, pour débarrasser la piste des débris et débarrasser la piste des monoplaces de Mika Hakkinen et de Johnny Herbert. Eh bien, il est dit que ce Grand Prix de Belgique aura été atypique jusqu'au bout avec, regardez, les deux diables rouges placés en position d'attaque. Il va falloir que Damon Hill soit très très fort là pour résister au retour de Michael Schumacher et de Eddie Irvine. Oui, il reste près de 300 km à faire après toutes ces péripéties. Nous ne sommes pas au bout de la route. Il peut s'en passer encore de belles. Mais il est évident que le scénario se déroule de manière assez idéale là pour l'équipe rouge. Mais il leur faudra encore conserver tout au long des 2 heures qui nous attendent leur concentration d'une manière optimum. Et puis cette victoire, première victoire, Eddie Jordan, voilà qu'on revoit ce ralenti. Ah là là. Il était coincé, Mika, il était coincé par la Ferrari à l'extérieur. Eddie Irvine. Et vous voyez, Johnny Herbert à l'accélération ne peut rien faire. Il est en plein milieu de la trajectoire, Mika. Et je peux vous dire, la seule moins mauvaise nouvelle pour McLaren, c'est que David Coulthard a pu sortir du bac à sable, Patrick. Nous l'avons sur le K5. Donc David Coulthard est encore en course. Il est 15e et dernier de ce Grand Prix. 2 pilotes ont donc été éliminés tout de suite après le départ. Il s'agit de Mika Hakkinen à l'issue de ce tête à queue. Et on revoit sur le K7
eh bien on revoit exactement ce qui s'est produit. Un Mika qui s'est piégé tout seul. Là on peut le dire dans ce départ. Il n'a rien pu faire. Il a été trop précautionneux au freinage. Il a été débordé par Damon Hill qui a réalisé un départ de rêve. Ah là là, on revoit Ron Dennis. Ah oui, il est consterné, Ron Dennis. Regardez, allez sur le cassette maintenant si vous le voulez. Vous allez voir ce départ de 7 ou 8 manières différentes, y compris avec les caméras embarquées, avec la Ferrari d'Eddie Irvine. Et on voit très très bien ce qui s'est produit. On le revoit encore ce départ. Avec, semble-t-il, oui, un problème sur la grille. Un des pilotes ne s'est pas élancé. Il y avait des drapeaux jaunes, c'était en fond de grille. Et maintenant, eh bien, nous sommes sous régime de safety car. Après un tour et demi de parcouru, les positions. Damon Hill, leader. Les deux Ferrari de Michael Schumacher et Eddie Irvine en embuscade. Juste derrière, un excellent Jean Alesi, auteur d'un départ canon. Rendez-vous compte, il était 10e sur la grille de départ. Et le safety car s'est effacé maintenant. La piste est rendue au pilote. Damon Hill va pouvoir s'élancer et régler l'avance des deux Ferrari. Jean Alesi a une excellente 4e position. Jacques Villeneuve 5e, Frenzen 6e, Ralf Schumacher 7e, Fisichella 8e, Diniz 9e, Verstappen 10e, Takaki 11e, Nakano 12e, 13e Trulli, 14e Tuero, 15e et dernier David Coulthard. Villeneuve passe Alesi à l'épingle de la source. Jean Alesi essaye de repartir en motricité vers la descente de l'eau rouge. Attendons l'issue de ce duel, en tout cas pour le moment, eh bien c'est toujours Damon Hill qui mène la danse. Damon Hill, auteur d'un magnifique 3e temps en qualification. Devant lui, eh bien il a pris un départ fabuleux. Mika Hakkinen a été trop conservateur, à moins qu'il ait eu là aussi un problème technique, on ne sait jamais. Et puis là derrière, les deux, oui, Jacques Villeneuve qui maintient sa 4e position au détriment de Jean Alesi. Frenzen, vous le voyez derrière, Ralf Schumacher et puis le reste du paquet avec Giancarlo Fisichella. Il va falloir maintenant observer, Patrick, quelle monte pneumatique a été adoptée par Damon Hill. Est-ce que lui aussi est parti en pneu intermédiaire? Le drapeau vert pour manifester la présence des commissaires, des postes de commissaires. La piste est libre devant Damon Hill. Damon qui a peut-être là l'opportunité de renouer avec le succès. Un succès qu'il n'a plus connu depuis longtemps puisque ça remonte à son titre de champion du monde en 96. La caméra embarquée avec Michael Schumacher actuellement au 2e rang. Si vous souhaitez rester avec Michael Schumacher, eh bien optez pour le K6. L'image est absolument parfaite avec Schumacher qui attend, qui peut-être choisit de laisser la situation se décanter. Lui aussi a besoin d'évaluer son niveau de performance par rapport à celui de Damon Hill. Il sait que son adversaire direct, Mika Hakkinen, ne marquera aucun point dans ce Grand Prix. C'est-à-dire que si Michael restait en position, eh bien Michael serait donc au 2e rang du championnat puisqu'il marquerait donc 6 points. Il a 7 points de retard par rapport à Mika Hakkinen. Oh là là, attention la glissade à l'accélération. Eh bien si Michael parvient à l'emporter, c'est clair, il prend la tête du championnat du monde de Formule 1. Mais comme Patrick l'évoquait il y a quelques instants, la route est encore très très longue évidemment, puisque seuls 3 tours ont été couverts, ce qui représente 20 km, c'est-à-dire qu'il reste environ 285 km à parcourir. À signaler d'ailleurs, et en fonction des circonstances, que ce Grand Prix pourrait être interrompu au terme des 2 heures. Là aussi, on va voir en combien tournent les pilotes. 2 minutes et 9 secondes. Je vous rappelle qu'il y a 44 tours à parcourir à ce rythme-là. Eh bien, 2 heures, ça fait 120 minutes, vous l'avez compris. C'est peut-être jouable. On pourra peut-être aller au terme des 44 tours si le rythme est maintenu jusqu'au bout. Damon Hill, toujours leader de ce Grand Prix depuis les premiers mètres avec un excellent départ puisque c'est lui qui a viré en tête à l'épingle de la source. David Coulthard qui est maintenant 14e, il a gagné une place au détriment d'Esteban Tuero. Ah, c'est un combat presque désespéré que va mener David Coulthard. David Coulthard qui va devoir se montrer particulièrement performant. Allez, on peut dire c'est quasiment mission impossible là, puisque pour jouer un rôle, eh bien, il faudrait qu'il vienne prendre des points à Michael Schumacher. Comment est-ce possible? Comment peut-il remonter un écart qui est maintenant de 22 secondes à la minute où je vous parle? 22 secondes pour David Coulthard de retard
sur Michael Schumacher. C'est la seule issue, le seul point positif. Il faudrait que Coulthard puisse revenir et passer Michael Schumacher pour l'empêcher d'accroître au maximum son avance sur Mika Hakkinen. Et on avait pu constater que les raisons de la sortie de route de David Coulthard étaient dues à un accrochage vraisemblablement avec une Benetton, celle de Alexander Wurz, qui est arrêté maintenant, donc vraisemblablement un accrochage entre les deux pilotes. Et l'on peut voir sur une image que vous n'avez pas, Mika Hakkinen toujours absolument consterné, une image un peu dérobée à la HF là dans le paddock. Mika, de la couleur de sa combinaison de course, blanc, blême, livide, qui doit être consterné par l'issue de ce Grand Prix alors qu'il avait mis toutes les chances de son côté en arrachant cette superbe pole position. Tous ses espoirs, il nous les a confiés hier dans le studio de Kiosque. Damon Hill qui mène pour le moment un combat remarquable. Regardez les deux Ferrari et derrière le trou s'est creusé irrémédiablement sur Jacques Villeneuve, 4e. L'écart qui est de l'ordre de 7 secondes par rapport au leader. Jacques Villeneuve 4e, donc Frentzen, son équipier, est derrière. Et Jean Alesi a maintenant rétrogradé au 6e rang. Jean Alesi qui a donc été également débordé par l'autre Williams Mecachrome. Voici Coulthard au 4e rang. Il va maintenant s'attaquer à Jarno Trulli. Damon, record du tour, 2 minutes, 6 secondes et 809 millièmes. Il a dû opter également pour des pneumatiques intermédiaires. C'est une suggestion, mais si ces temps continuent à tomber au fur et à mesure de l'amélioration de la piste et particulièrement de la trajectoire, c'est bien que ce sont des pneumatiques. En tout cas, il s'envole. Là, il a décroché Michael Schumacher, qui lui-même décroche Eddie Irvine. Schumacher qui revient sur le freinage de l'arrêt du bus. Je ne crois pas me tromper en vous disant que Damon Hill n'a plus mené de Grand Prix de Formule 1 depuis le Grand Prix de Hongrie 97 à bord de la TWR Arrows. Il était même pratiquement en mesure de l'emporter avant de connaître un problème hydraulique. Il avait dû céder cette victoire dans le dernier tour à Jacques Villeneuve. Damon qui sent que peut-être est... Rappelons simplement cet élément important. Ouh là, la sortie de piste. Est-ce que c'est... Oui, Eddie Irvine. Il a eu beaucoup de chance, Eddie Irvine, de pouvoir remonter sur la piste. Oui, j'allais vous dire que jamais Jordan n'a remporté de victoire en Formule 1. Et ça aussi, c'est l'un des autres enjeux, bien sûr, de ce Grand Prix pour l'équipe d'Eddie Jordan. L'équipier de Damon Hill, Ralf Schumacher, est actuellement au 7e rang. Voici la meute des poursuivants, emmenée par Frentzen. Elle est composée d'Alesi, Villeneuve et Frentzen 4e et Villeneuve 6e. Voilà un élément qui nous avait échappé dans l'immédiat. Donc le classement, Damon Hill, leader, et qui creuse un écart, comme Patrick le précisait, d'1,5 seconde environ sur Michael Schumacher. Eddie Irvine est 3e à un peu plus de 6,5 secondes de Damon Hill. Frentzen est maintenant au 4e rang. Il précède Jean Alesi et Jacques Villeneuve. Villeneuve qui a donc dû connaître lui aussi un petit problème ou une erreur à confirmer. Jordan Muganonda qui se montre très performante. Je vous rappelle les temps du warm-up de ce matin. Michael Schumacher avait été le plus rapide. Voici Mika Salo. Schumacher le plus vite en 2,07 839. On est déjà à des vitesses supérieures puisqu'on est en 2,05 869 à mettre à l'actif de Damon Hill. Attention, Schumacher exerce maintenant une pression très nette sur le leader. Dès qu'il se fait décaler, dès qu'il prend du recul, eh bien, il obtient le record du tour sur les différents secteurs. Tout à l'heure, c'était le premier. Voilà, une très bonne réaccélération peut-être suite à cette petite faute de Damon Hill permettrait de peut-être, non, ce sera difficile de revenir au contact. Grosse pression sur les épaules de Damon Hill.
qui retrouve son vieux concurrent des championnats passés. C'était il y a 2 ans. Damon Hill qui va vraisemblablement avoir du mal à contenir Michael Schumacher. Il nous faut peut-être aussi surveiller la piste. Ici, Giancarlo Fisichella sur le raccordement de Stavelot qui se fait une petite chaleur. Surveiller l'évolution. On avait vu que la trajectoire commençait à sécher. Elle devenait un petit peu plus noire. Donc aller en direction de la monte de pneus du pilote de la Ferrari. Difficile de savoir ce que Damon Hill a monté comme pneumatique. S'il commence à pleuvoir un petit peu plus et qu'il a des pneus pluie plus performants, il sera un petit peu plus avantagé. Pour l'instant, en tout cas, il contient bien entendu très facilement, même si c'est soumis à un peu de pression, il contient Michael Schumacher. En tout cas, meilleur tour à mettre à l'actif de Michael Schumacher dans le 6e tour. 2 minutes 5 secondes 440 millièmes. Il a repris dans ce tour-là 7 dixièmes à Damon Hill, le leader. Mais on voit bien sûr que tant que Schumacher ne sera pas en mesure véritablement de tenter une attaque sur la Jordan Mugen Honda, eh bien il se contentera de manœuvres d'intimidation comme il l'a fait tout à l'heure au Combe. Et puis regardez avec quel soin, là apparemment Schumacher évite quand même les vibreurs par rapport à Damon Hill pour ne pas endommager ses suspensions, ses pneumatiques. Freinage à l'épingle de la source. Ah là là, les trajectoires sont différentes à chaque fois. Et Damon Hill en difficulté là à cet endroit, et Michael Schumacher le sait, il essaye de au contraire bien se ralentir, prendre l'intérieur pour sortir avec une bonne motricité. Oh là 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 là, il prend énormément de risques dans le raidillon afin d'essayer d'être le plus près possible de la boîte de vitesse de Damon Hill, essayer de profiter de l'aspiration. Il vient de nettoyer sa visière avec son gant, peut-être pour porter une attaque au freinage en bout de ligne droite. Non, pas cette fois-ci, en tout cas il est légèrement gêné quand même par les projections d'eau, mais il lui met une pression d'enfer. Voilà, au freinage, Damon Hill bloque un peu les roues, vire nouvelle fois un petit peu large, grande glissade à la rallyman, et puis à l'intérieur, à la corde. Et il repleut. Je peux vous dire qu'il pleut à nouveau. Alors, voilà qui peut brouiller toutes les cartes. Stéphane, dans les stands, si possible, essaye de nous quêter l'information. Est-ce que Damon Hill est parti avec des pneus pluie ou des intermédiaires? Ce serait intéressant. Des intermédiaires, Patrick. Des intermédiaires. Merci. Alors ça c'est important parce que ça veut dire que les deux hommes sont rigoureusement à égalité dans la mesure où ce sont les mêmes intermédiaires, Goodyear bien sûr, pour les deux équipes. Donc pas de lutte de manufacturier en tout cas à ce niveau, et il faut même aller beaucoup plus loin, jusqu'à Giancarlo Fisichella 8e que l'on a vu en difficulté. On est en train de préparer les pneus chez Ferrari, car comme il commence à redoubler de pluie, un petit peu d'intensité, peut-être falloir maintenant commencer à s'adapter. Aïe. Que s'est-il passé? Oui. Ah là là, c'est superbe. Un endroit où on ne l'attendait pas. Eh bien, Michael Schumacher au freinage de l'arrêt de bus. Regardez quelle attaque. Et voilà, il s'empare du commandement après 8 tours. 8 tours, un nouveau leader évidemment dans les tribunes. Je vous rappelle qu'ici nous sommes à quelques dizaines de kilomètres de Kerpen. Kerpen, eh bien c'est le village. On revoit cette action sous un autre axe. Regardez le freinage. Il s'est bien placé à l'aspiration dans la boule d'eau. Il faut un cœur énorme là aussi pour tenter une attaque à cet endroit. C'est bien le maître de la pluie. Écoutez, je sais que certains d'entre vous peuvent être peut-être agacés. Ils ont le droit par notre propension, ma propension, pour parler chacun en son nom, à s'émerveiller du talent de Michael Schumacher sous la pluie. Et bien jusqu'à preuve du contraire, et il vient de le démontrer, il n'y a aucun pilote capable de rivaliser avec lui sous la pluie. Regardez, dès qu'il a creusé l'écart, dès qu'il a pu prendre l'avantage sur Damon Hill, eh bien regardez à quelle vitesse l'écart se creuse sur ses concurrents. Il va certainement
certainement signé le meilleur temps au tour là aussi. Alors vous me direz, comme tout le monde, il est à la merci d'erreurs. Il en a déjà commis beaucoup, lui aussi, Michael Schumacher. On va voir maintenant s'il est capable de gérer ce Grand Prix. En tout cas, Schumacher, à la minute où nous parlons, est en tête du classement fictif du championnat du monde de Formule 1. Il a 10 points à son actif et le total de Mika Häkkinen ne bougera pas. Je vous rappelle que l'écart entre les deux hommes était de 7 points avant ce Grand Prix de Belgique. L'homme est un rock, il l'a déjà démontré. Il lui faudra le faire une nouvelle fois cet après-midi. C'est toujours une remise en question permanente. Et dans l'optique de ce championnat, cette course cet après-midi, bien entendu, revêt une importance absolument incroyable. Mais la route est encore longue. 36 tours. Ah, là, c'est surnaturel la façon dont Michael Schumacher creuse l'écart. Regardez, en un tour, eh bien, près de 4 secondes d'écart. Il est sur une autre planète. Ça nous rappelle la même course ici l'an dernier. Michael Schumacher qui compte déjà 4 victoires ici à Spa-Francorchamps. Ouh là là, un moteur explosé. Jos Verstappen. Ouais. La Ford. La Stewart Ford, malheureusement, qui n'ira pas plus loin, pas au-delà de ce 9e tour. Et voici Jos Verstappen. Il n'y a plus de Stewart en course maintenant. Et en espérant qu'il n'ait pas mis trop d'huile sur la piste. Les drapeaux sont très très difficiles à voir lorsque les conditions sont comme celle-ci. On a bien tenté de mettre des drapeaux lumineux sur certains circuits, Hockenheim notamment et en Hongrie aussi. Mais là, drapeau d'huile serait très délicat à voir et une trace d'huile liée à l'eau, eh bien, serait bien entendu très très glissant. Ici, la McLaren de David Coulthard qui, en venant toucher la bordure, eh bien, tout de suite perdu un petit peu d'adhérence. Les bordures qui sont vraiment très très glissantes. Qui est-ce qui est Irvine. C'est Irvine. Irvine en difficulté. Irvine, oui, qui est un petit peu à la peine avec les pneus intermédiaires sur une pluie qui s'est renouvelée. Alors que chez McLaren, on commence à préparer un ravitaillement. Chez Ferrari, oui, également. Peut-être des pneus pluie. Oui, peut-être pour Eddie Irvine qui est... Oh, il n'a plus de moustache à l'avant. Moustache et puis les fans aussi sur le côté droit qui sont bien entendu arrachés après son incursion dans le bac à sable. Et les pneus pluie pour David Coulthard. Coulthard qui était au 14e rang, donc qui allait attaquer Jarno Trulli, qui attaquait lui-même Shinji Nakano. Alors que s'est-il passé? Voilà, oulala, un numéro de rodéo. Regardez, pour Eddie Irvine. Il y a du dégât là. Ah oui, il y a beaucoup de dégâts. Oh là là là. Oui, bien sûr, les roues avant qui touchent très très peu le sol avec le... Ouh, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, on a préparé un nouveau museau, bien sûr, chez Ferrari. On attend donc Eddie Irvine pour procéder au remplacement du museau et procéder au remplacement des pneumatiques pour opter naturellement pour des pneumatiques pluie. Ah, ça va être le balai bien sûr dans les stands avec un ravitaillement anticipé pour tout le monde à l'issue de ce 10e tour. Et là aussi, eh bien, pour illustrer ce que nous disions tout à l'heure, comparer la différence d'efficacité entre Michael Schumacher et Eddie Irvine. Les deux hommes, oh là là, une entrée au stand très rapide de Eddie Irvine. Eddie Irvine, voilà, à son stand, avec une monoplace, donc vous l'avez vu, à la moustache avant coincée, regardez, sous le rostre. Regardez, c'est dans ces conditions que Irvine, il a de la chance de pouvoir regagner le stand parce que là c'était limite. Hein. Voilà, on va changer les pneus également, on en profite, on remet de l'essence, on lui met les pneus pluie full wet. Ça va être une source d'information pour l'équipe Ferrari maintenant qui va pouvoir tirer des performances en piste d'Eddie Irvine maintenant, quelques renseignements. Si ce museau avant n'a pas trop endommagé le fond plat ou le train avant. Et voilà, Eddie Irvine et David Coulthard. C'est normal? Ben oui, c'est normal parce que il n'y a pas eu une sortie de route là. Écoutez, attendez, on va repointer calmement. Coulthard est 13e. Bon, avec le temps perdu par Eddie Irvine au stand, avec le changement de museau, etc. Non, c'est normal, je pense. Irvine est 9e. Alors on va voir le pointage précis. Est-ce que
Coulthard serait plus proche, ou bien est-ce qu'il s'agit peut-être, Patrick, de Tora Takagi à confirmer dans le brouillard. David Coulthard, nous l'avons sur le cassis, le voilà. David Coulthard qui négocie l'épingle de la source maintenant. Voilà, Coulthard à l'épingle de la source. Et voici toujours Michael Schumacher, leader de ce Grand Prix, qui ne s'arrête donc pas pour le... Oh là 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 là, quelle attaque. Il flirte avec la limite. Un équilibriste, il est en tête, il est en train de marquer de très très gros points. En tout cas, il peut le faire cet après-midi. Son adversaire direct a abandonné. Et néanmoins, voilà ce que je vous avais vu tout à l'heure. Oui. J'ai une monoplace partir en... C'est Shinji Nakano. C'était bien ce que j'avais cru voir, une monoplace partir en tête à queue devant la Ferrari d'Irvine. Et Nakano qui a durement tapé le rail apparemment du côté gauche de la piste. J'espère qu'aucun débris n'a été projeté sur la piste dans la descente. Alors Michael Schumacher qui compte maintenant 9 secondes d'avance sur Damon Hill. Alors confirmation une nouvelle fois de ce que nous vous disons. Regardez, les temps là c'est très clair. 9e tour, Schumacher qui prend carrément 5 secondes dans ce tour-là à Damon Hill. Et puis on rappelle Ralf Schumacher au stand pour procéder là aussi à un changement de pneumatique. On opte pour les pneus, voilà, pluie des Goodyear, pluie. Et tant que Michael Schumacher est en mesure de continuer à creuser l'écart sur ses adversaires, eh bien c'est lui-même peut-être qui va estimer le moment opportun de rentrer au stand et de monter des pneus pluie. Eddie Jordan qui félicite son équipe pour la rapidité du changement sur la machine de Ralf Schumacher. Et voici un extraterrestre. Ils ne sont tous pas verts avec des antennes. Il y en a qui sont rouges dans des monoplaces. En voilà un. Là, c'est le maître de la pluie, comme on l'évoquait, comme Ayrton Senna. Osons la comparaison, une fois de plus, même si elle choque certains d'entre vous, tant pis. Il est tout seul dans sa planète. Sur une piste mouillée, personne ne peut pour le moment rivaliser avec Michael Schumacher. Il vient de le démontrer. Alors là aussi, je sais, je vais l'évoquer, il y a des bruits qui courent de partout, dans le paddock et à l'extérieur, concernant des systèmes à la limite de la légalité, osons le mot, dont bénéficieraient les Ferrari. Mais moi je dis que s'ils en bénéficient, c'est sur les deux. Donc c'est également pour Eddie Irvine. Et quand on voit la différence de rendement entre Michael Schumacher et Eddie Irvine, c'est bien le pilote qu'il faut féliciter dans l'efficacité de la monoplace. Êtes-vous de mon avis, Patrick? Ah ouais, je me mouille là. Ah, moi je me suis mouillé. Vous faites comme vous voulez. C'est évident. Quel récital, et à chaque fois, Monaco. Bon, il y a une complicité, une relation technique, une compétence immense avec Ross Brown. Tous les éléments sont rassemblés, sont mis ensemble pour être dans chaque cas de figure, notamment conditions de piste humide cet après-midi, optimum. Et je suis certain qu'on fait exactement le même effort pour Eddie Irvine que pour Michael Schumacher. Eh bien, c'est vrai, dans le cas précis, Michael Schumacher, très souvent, eh bien, on tire un meilleur profit, pas pour rien, il va probablement se rapprocher encore des records de victoire, qu'il est déjà plusieurs fois champion du monde, et Eddie Irvine court encore après sa première victoire. C'est évident qu'au niveau de la comparaison directe avec Michael Schumacher, c'est délicat, c'est très très difficile. Bon, il peut tenter de se rapprocher, il le fait, il l'a fait depuis le début de l'année. C'est une référence, mais quand c'est vraiment dantesque comme aujourd'hui, eh bien il faut un petit peu plus que la normale. Qu'est-ce que vous vouliez comme réponse? Voilà, oui, c'était exactement le sens de cette remarque ou de cette affirmation. C'était de dire qu'Eddie Irvine est un pilote brillant. Il l'a démontré cette année puisqu'il a considérablement progressé. Il effectue sa meilleure saison. Il a commis très très peu de fautes. Et voici d'ailleurs Eddie Irvine au combat dans des conditions aussi dantesques. Eh bien on va voir à l'issue du Grand Prix combien de pilotes n'auront pas commis d'erreur. Et ce sera peut-être plutôt comme ça qu'il faudra raisonner. Combien de pilotes n'auront pas effectué la moindre incursion en dehors de la piste, n'auront pas mordu sur le vibreur, n'auront pas altéré les qualités de leur monoplace. Et donc le résultat reflètera très probablement ce qui se sera passé sur la piste. En tout cas, Michael Schumacher, après 13 tours et donc à 31 tours de l'arrivée, compte plus de 10 secondes d'avance sur Damon Hill au deuxième rang. Damon Hill qui a mené un très très beau combat dans les 7 premiers tours en contenant les deux Ferrari de Michael Schumacher et d'Eddie Irvine. Seulement il n'a rien pu faire
au moment où le pilote allemand l'a décidé, eh bien il est passé à l'attaque en plus à un endroit où probablement Damon Hill ne l'attendait pas, c'est-à-dire à l'extérieur du dernier virage à droite qui précède le freinage de l'arrêt de bus. Eh oui, j'ai l'impression que la pluie redouble maintenant, c'est-à-dire qu'on ne va pas tarder probablement, oui, c'est très net. Là, ça devient à nouveau dantesque, regardez, surtout dans la portion haute du circuit, c'est-à-dire la portion du retour, oulala. Et je pense que Michael Schumacher va s'arrêter pour utiliser des pneumatiques pluie, comme ça a été déjà le cas pour pas mal de ses adversaires. Non, c'est pas pour ce tour. Alors là, la stratégie est un petit peu livrée, je pense, à l'appréciation du pilote. C'est comme ça que ça peut se passer. On a dû... Pour l'instant, il a 12 secondes d'avance sur Damon Hill, équipé comme lui d'intermédiaire. Il progresse petit à petit sur lui. Donc si son équilibre est bon, si son adhérence est suffisante, il est l'homme le plus rapide en piste à l'heure actuelle. Pour des raisons de sécurité, éventuellement, il pourrait mettre des pluies pleins. Voici cette image terrible là de Mika Hakkinen quittant le circuit, la tête basse. Il va avoir une dizaine de jours pour se repasser les images de ce départ totalement raté et de ses premiers mètres. Attention, Heinz-Harald Frentzen dans le bac à sable. Il parviendra à s'en extraire avec difficulté. Ah, je vous le disais, on va compter les fautes. Il a ramené aussi énormément de gravillons sur la piste. C'est au raccordement. Virage très délicat, très glissant cette portion. Où il a eu de la chance. Il est venu s'appuyer juste avec la roue arrière gauche sur le mur de pneumatique. Et on s'apprête également à changer de train de pneumatique pour Heinz-Harald Frentzen qui était troisième, un excellent troisième, qui avait donc pris l'avantage sur Alesi et sur Villeneuve. Il avait besoin de ce résultat, le pilote allemand en difficulté dans son équipe en ce qui concerne la suite de sa carrière. Eh bien, c'est un petit peu délicat pour lui. Il lui fallait, c'est sûr, et il le peut encore, obtenir un résultat aujourd'hui. Un podium lui aurait fait le plus grand bien. Regardez ça. Dans le brouillard le plus dense, descente vers ces deux doubles gauches de Pouhon, très très délicat. Oh là là, il va prendre un tour à David Coulthard, Michael Schumacher. Regardez cette image qui va peut-être résumer toute la course. Ceci dit, en revenant un petit peu sur le départ tout à l'heure, Mika Hakkinen a été très sportif dans ce virage à droite, dans cette épingle de la source. Il était à l'intérieur, je crois que Michael Schumacher légèrement sur l'extérieur, et il a tout fait pour ne pas s'accrocher directement avec lui. C'était vraiment très facile. Je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, si personne ne marquait de points, eh bien, la situation restait en l'état. On restait à 7 points, mais heureusement, Mika est un garçon extrêmement sportif. On le sait depuis longtemps, extrêmement correct. Il faut dire aussi que même si certains utilisent ce type de manœuvre, ça n'est quand même pas, on va dire, dans les règles normales du sport automobile. Petit coup de main sur sa visière. Ron console son pilote qui est venu le saluer vraisemblablement avant de partir. Ah, il va lui falloir beaucoup de force morale à Mika Hakkinen, surtout s'il apprend sur la route du départ ou sur la route de l'aéroport que Michael Schumacher, ça n'est pas fait tout de même. Il reste 29 tours. Et bien que Michael Schumacher a remporté ce Grand Prix et qu'il prend la tête du championnat du monde pour la première fois depuis le début de la saison 98. Puisqu'on rappelle que la première victoire, eh bien, elle était à mettre au crédit de Mika Hakkinen, qui avait d'ailleurs bénéficié bien sûr à ce moment-là, et on s'en souvient, ça avait donné lieu à polémique, de l'effacement de David Coulthard, puisque suite à un malentendu et une erreur dans le stand, Mika avait été privé de la première place. Coulthard l'avait récupéré et Coulthard l'avait
rendu en quelque sorte. Les temps autour étaient de 2,7 tout à l'heure, 2,13 maintenant. C'est-à-dire que les conditions de piste deviennent assez difficiles à gérer. Les deux pilotes de tête sont en pneus intermédiaires, Schumacher et Damon Hill. On se prépare chez Eddie Jordan au ravitaillement d'un pilote. Ralf Schumacher il y est déjà passé, donc ça sera pour Damon Hill vraisemblablement. Après 28 tours de course chez Ferrari. On a remarqué ça également et on va aller au contrôle. 2,13, 2,14, ça commence à devenir... surtout dans cette portion-là où l'aquaplaning est vraiment très important généralement, surtout à haute vitesse. Alors un pneu intermédiaire, regardez la Ferrari qui nous voit dans les deux gauches de Blanchimont. Là, c'est un funambule qui conduit et c'est au ralenti pratiquement. Là, il faut maintenant y aller, les gars. Ouais. Et voilà, il y va. Ouais. Il y va. Entrée dans les stands et arrêt après 16 tours pour Michael Schumacher qui compte 18 secondes d'avance, en tout cas au dernier passage sur Damon Hill. Est-ce que ça suffira pour changer de pneumatique et repartir devant Damon? Normalement, c'est un peu juste. Je pense que Damon Hill s'arrêtera lui aussi, à moins qu'il n'ait envie de continuer pour faire encore un tour en tête, mais en pneu intermédiaire, là, ça commence à devenir impraticable. Le voici qui rentre, Damon Hill, au moment où Michael Schumacher ressort. Superbe manœuvre de l'équipe Ferrari, 8 secondes 3 seulement au stand, c'est-à-dire un temps tout à fait normal. Voilà, on arrête Damon, là aussi par mesure évidente. Voilà, on monte des pneumatiques pluie. On modifie un petit peu, semble-t-il, quelques soucis, ouais. Et c'est reparti avec, et vous voyez, 3 secondes de perdu au stand. La sanction est immédiate. 3 secondes que Michael Schumacher récupère et son avance qui va donc être portée largement au-delà de 20 secondes. Jean Alesi également au stand. Jean Alesi, un remarquable 3e. Jean Alesi qui était lui aussi également en pneu intermédiaire. Belle performance. Et puis Frentzen fait le sien. Jean Alesi repart devant Frentzen. Le combat pour la 3e place sera intéressant à suivre. Et oui. Et puis une Benetton au stand, celle de Giancarlo Fisichella, bien sûr. Giancarlo Fisichella qui repart maintenant. Fisichella, ah ouais, c'est des conditions dantesques. Très difficile. Et on peut dire que les pneumatiques japonais, là aussi, auront de toute façon marqué, oulala, une sortie de piste de... Ouais. À haute vitesse, semble-t-il. Alors, à quel endroit ça s'est passé? Oui, drapeau jaune. Ah, oulala, oui, à très haute vitesse. Très haute vitesse. Attention, oui, il y a des débris sur la piste. C'est de l'aquaplaning, très certainement dans cette zone. On revoit ce qui s'est passé, voilà. Ah oui, il a dû taper très fort contre le rail et heureusement, Jacques est sorti tout seul du baquet. Eh bien, ça n'aura pas été un week-end pour lui, celui-là non plus. Avec 2 grosses sorties de piste à son actif. Les conditions deviennent à la limite du praticable là. 16 tours seulement ont été couverts sur les 44 tours. Et on sait que ces Williams sont diaboliquement difficiles à conduire. Elles sont très raides. Les pilotes les apprécient très dures en suspension. Et lorsque c'est humide, eh bien, c'est d'autant plus difficile d'avoir du grip à la roue. Alors l'écart entre Michael Schumacher et Damon Hill qui devrait être donc supérieur à 20 secondes normalement. Oh là là, Michael Schumacher toujours à des vitesses extrêmement impressionnantes au sommet du raidillon. Damon Hill, voilà, à près de 23 secondes maintenant. Ah, l'écart se creuse irrémédiablement. 2,28, 252 sur le dernier tour, tout compris pour Schumacher. 2,31, 345 pour Damon Hill. Plus de 3 secondes de perdu. Et on l'a vu, 3 secondes au stand. Jacques Villeneuve ne verra pas le drapeau à damier de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps.